Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, Gavino Defalco avec Jérémy Filosa. Comment ça va, Jérémy? Ouais, ça va. On se reste, disons, on essaie de garder, de rester au sec, comme on dit, parce que il pleut derrière nous. Encore une fois, vous voyez le terrain là. Vous pouvez bien le voir ici de notre cabine de travail. Bon, donc pour une deuxième journée consécutive, les Blue Jays n'ont joué que 5 manches, pardon. Oui. Ils ont gagné 5-4 aujourd'hui, mais disons que c'est un voyage sur la côte est de la Floride un petit peu infructueux. Hier, à Port St. Lucie, après 5 manches, on arrête le match. Aujourd'hui, même chose à Jupiter, en Floride. Bref, c'est pas les sujets qui manquent, malgré que, bon, les Blue Jays jouent des demi-matchs. On va parler un peu des lanceurs partants aujourd'hui du côté des Blue Jays, puisque, bon, on a ajouté de la profondeur en 2026, mais il y a plusieurs lanceurs qui sont sur la liste des blessés et d'autres qui attendent une réponse du médecin. On peut commencer par parler de José Berrios, qui va probablement manquer le début de la saison. Là, sûrement. Berrios va voir un spécialiste cette semaine. On devrait en avoir un peu plus. On sait que John Schneider a déjà dit que c'était pas une blessure grave, probablement juste de l'inflammation, puis qu'on pensait pas qu'il allait manquer une longue période de temps. Mais je veux dire, si vous connaissez un petit peu le baseball, et les lanceurs et les blessures au bras, on sait vraiment jamais combien de temps un gars comme ça peut lancer, c'est-à-dire peut rater. Mais on a encore plusieurs options. On en a parlé avec John Schneider hier. Il a posé la question, on a dit tu as 8 lanceurs partants. On va les énumérer tout de suite. Là. On a Cody Ponce, Kevin Gausman qui sera le lanceur partant pour le match numéro 1. Max Scherzer, ça va très bien au camp d'entraînement. Eric Lauer et Dylan Cease. Et les trois autres, Trey Savage a lancé aujourd'hui dans les ligues mineures pour la deuxième fois. Donc, on y va très, très, très lentement avec Trey Savage. Berrios, on vient d'en parler, va voir le médecin cette semaine. Et Shane Bieber est en retard, puis on espère qu'il va pouvoir recommencer vraiment à revamper les choses à la mi-avril. Donc, au moins, pour le début de la saison, John Schneider a ses 5 partants. Il a pas vraiment besoin de prendre des décisions trop difficiles. Parce que hier, lorsqu'on a parlé au gérant John Schneider, on disait, écoute, il y a quand même de la profondeur de ce côté-là. T'es-tu à l'aise d'avoir 8 lanceurs partants? Lui, il était content de j'ai jamais assez de bons lanceurs. Et lorsqu'on regarde, c'est pas évident, là. 2-3 lanceurs qui ont des mal au bras et tout ça, ils ont des inconforts. Et tout d'un coup, on tombe à une rotation de 5 partants. Et excuse-moi l'expression, on commence à prier le petit Jésus pour pas qu'il y en ait d'autres. Parce que, tu sais, on regarde Eric Lauer se fait frapper au camp d'entraînement. Trey Savage, pas beaucoup d'expérience, malgré que, bon, il a été fumant dans les séries l'année passée. Max Scherzer connaît tout un camp d'entraînement. En même temps, c'est quand même fragile. Faudrait pas qu'il y ait d'autres bons lanceurs qui s'ajoutent sur la liste des blessés. Ouais, quand on regarde un peu ce que les Dodgers ont essayé de faire la saison dernière, ils se sont rendus en séries éliminatoires et ils avaient un surplus de lanceurs partants. Alors, les bonnes équipes, et surtout celles qui ont de l'argent, vont aller chercher le maximum de lanceurs partants, sauf que ça t'amène après ça des décisions difficiles où tu es obligé de demander à un vétéran ou à un gars établi d'aller lancer en relève. L'année passée, on a pris la décision facile. On a tassé Eric Lauer parce qu'on savait qu'il allait pas trop rouspéter. Mais est-ce que c'était la bonne décision? Probablement pas. Alors, quand on se retrouve, de toute façon, John Schneider nous a dit la rotation à 6, il y a pensé il y a quelques semaines, mais là, de moins en moins probable. On se souviendra que l'année passée, dans les séries, un vétéran comme Clayton Kershaw, je pense qu'il y a eu une apparition dans les séries contre les Blue Jays. C'était dans le match de 18 manches, mais bien à part ça, il n'y avait pas vraiment de place pour un gars qui s'en va au panthéon du baseball comme Clayton Kershaw. Là. Ben, c'est ce que les Blue Jays veulent répéter. Ils veulent faire un peu ce que les Dodgers font, c'est-à-dire avoir 1001 options si on a besoin de ces gars-là une fois rendus en séries éliminatoires. Et comme tu viens de le dire, pour la majorité des équipes du baseball, t'as 5 lanceurs. Et s'il y en a un qui se blesse, t'es obligé d'aller dans les ligues mineures chercher ton meilleur lanceur partant en espérant qu'il puisse faire le travail. Les Blue Jays, ils se disent, nous, on va en avoir 8. S'il y en a un qui tombe au combat, on en a un autre. S'il y en a un autre qui tombe au combat ou qui est pas bon, on a un autre. Et les bonnes équipes veulent avoir de la profondeur. C'est ce que les Blue Jays font. Peut-être en terminant un petit mot sur la WBC, la République dominicaine hier qui a perdu contre les États-Unis par la marque de 2-1. Vladimir Guerrero qui va sûrement rejoindre les Blue Jays cette semaine. Quand même un bon match, un duel de lanceurs entre les Américains et la République dominicaine, mais sur toutes les lèvres, de quoi qu'on parle aujourd'hui, c'est la fameuse zone des prises, ce que c'était une balle ou une prise, bref. Je pense que enfin on va avoir les reprises vidéo là de ce côté-là. Ben, je pense que c'est la fin des situations de ce type-là dans des matchs compétitifs
parce qu'on a la reprise vidéo qui s'en vient dès le début de la saison, puis assurément que dans 3 ans, dans la World Baseball Classic, on va l'utiliser parce que tu veux pas voir un match important comme ça se terminer sur une mauvaise décision de l'arbitre derrière le marbre. C'est vraiment plate la façon dont ça s'est terminé. Tout le monde parlait de ça. Albert Pujols, le gérant de la République dominicaine, a essayé d'estomper un peu le dossier après le match, mais veut pas. Toutes les questions étaient là-dessus. La seule chose, par contre, c'est 2 reprises, hein. C'est 2. Si tu te trompes, là, t'en as 2, puis après ça, il y en a plus. Fait qu'en 9e manche, là, le receveur a quand même besoin de, comme on dit, bien framer les pitchs parce que on pourrait quand même avoir des situations assez délicates. Et ce soir, l'Italie qui fait face au Venezuela. L'Italie, l'équipe Cendrillon de ce tournoi-là. Et j'ai hâte de voir la prestation. Et Aaron Nola des Phillies de Philadelphie, un des meilleurs lanceurs du baseball qui va prendre le monticule. Écoutez, l'Italie, je veux dire, ils n'ont pas d'affaires là, entre guillemets, mais se sont faufilés en demi-finale. Ben, écoute, les gens sont surpris de voir l'Italie là, mais la réalité, c'est que la majorité des joueurs de cette équipe-là jouent dans le baseball majeur. On n'a pas de joueurs étoiles. Vinny Pasquantino, présentement, joue comme un joueur étoile, mais c'est pas un joueur étoile. Alors, ce sont des joueurs établis du baseball majeur qui sont capables de jouer contre n'importe qui. Et jusqu'à maintenant, ils se faufilent. Est-ce qu'ils pourront se prendre le Venezuela? Ben, ça, c'est une autre histoire. Voilà ce qui complète le reportage d'aujourd'hui en direct du stade Roger Dean à Jupiter, en Floride, au nom de Jérémy Filosa. Ici, Gavino qui vous dit à bientôt et suivez-nous sur toutes les plateformes au podcast des Blue Jays. À bientôt. Avec Otto Lopez, haricourt des Marlins de la Floride. Otto, comment ça va? Ça va très bien, merci pour le moment. Merci à toi de nous donner quelques instants. Bien sûr. On est ici quelques jours seulement après la Classique mondiale et tout de suite, tu es dans l'alignement avec les Marlins. Tu n'as pas voulu perdre le timing, comme on dit? Ouais, je voulais pas perdre le timing vu que la saison commence dans une semaine, quelque chose. Ouais. Puis moi, je dis tout de suite, je suis prêt pour jouer. Combien de plaisir tu as eu à jouer avec le Canada dans ce tournoi-là? Très plaisir. Pendant, je parle tout le temps de 2023, Ouais. la première fois que j'étais avec eux, puis ce moment-là, c'était très différent. Puis je me suis senti très fier de l'équipe cette année, qu'est-ce qu'on a accompli aussi. Tu es un joueur beaucoup plus mature maintenant, plus d'expérience et tout ça. Tu as senti que tu as été capable de plus contribuer au succès de l'équipe? Je dirais que au montant de la défense, elle est très bien pendant le temps. Oui, solide. Puis, je dirais solide. Moi, Taureau, puis aussi Julien, les 3 Québécois, je dirais. Ah oui, c'était super beau à voir. Nous, on a un bon chemistry. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de la WBC avec les grandes foules et tout ça et l'ambiance comme des matchs numéro 7 au hockey un petit peu là? Moi, je dirais plus l'expérience d'avoir beaucoup de fans, d'affronter beaucoup de lanceurs qui sont All-Star aussi. Oui. Je dirais c'est toutes des petites choses qu'on apprend dans ces tournements-là. Oui. Est-ce qu'il y a un petit peu de regret parce que vous avez eu des bonnes chances dans la dernière rencontre là, contre les États-Unis, notamment là, en 7e manche avec 2 coureurs au 2e et au 3e, aucun retrait. L'opportunité était là. Oui, depuis avant la game, on s'est senti très bien pour jouer. Puis nous, on avait la confiance de aller jouer comme si on affrontait les autres équipes. Je sais que tout qui étaient là, c'était tous des All-Stars. Puis je dirais que nous aussi, on se sentait comme eux. Puis on avait une chance depuis le début. On était confiants, je dirais. Otto, t'es Canadien, mais d'origine dominicaine, si je ne m'abuse. Tu as sûrement regardé la fin de la rencontre hier, États-Unis, République dominicaine, la 3e prise à la fin, 4e balle. Comment tu vois ça, toi, l'implantation des balles et des prises, justement, dans la saison régulière qui s'en vient là, avec les reprises vidéo et tout ça? Oui, les reprises vidéo, c'est un bon challenge pour nous. C'est sûr qu'il faut que tu connaisses très bien ta zone pour savoir qu'est-ce que tu vas jouer dans le moment. Puis je dirais il faut s'adapter. Je dirais qu'est-ce qui est arrivé dans le WC, c'est incontrôlable. C'est quelque chose qu'on joue comme toujours. Ça, on ne peut pas le contrôler. Puis je dirais que ça pourrait être différent la prochaine fois. Oui. Otto, on a été un peu triste, nous, de devoir partir des Blue Jays parce qu'on suit l'organisation des Blue Jays de très près. Puis on aime ça quand il y a des Québécois dans l'équipe. Mais la réalité, c'est que tu es arrivé ici, puis maintenant, tu joues de façon régulière avec les Marlins. À quel point, pour toi, c'est satisfaisant de prendre ta place? Moi, je dirais c'est les chances qu'ils m'ont données dans l'équipe.
Puis moi, j'ai pris très bien la chance, puis j'ai démontré qu'est-ce que je pouvais faire dans le haut niveau. Puis moi, je dirais que c'est n'importe quelle équipe, l'expérience que j'ai pris dans les 2 dernières années dans la Major League, ça a été suffisant. Je dirais que continuer ça va être très bien pour ma carrière. Comment tu vois la saison des Marlins cette année? Bon, on sait que dans la division Est, ce ne sera pas facile. Les Phillies, les Mets qui dépensent beaucoup d'argent. Comment tu vois la saison 2026 chez Miami? On se sent confiant. Pendant l'année passée, comparé à cette année, je dirais qu'on a un bon groupe. Puis ces groupes-là, on travaille très fort pour avoir une bonne saison cette année. Puis je dirais qu'on peut surprendre beaucoup. Parce que l'année passée, ils ont beaucoup qui ne croyaient pas en nous. Mais on leur a démontré qu'on est capable aussi. La vie te traite bien ici en Floride, ça va bien? Oh ouais, je l'adore. Ouais, hein? Ouais, c'est bonne qualité de vie. Ben, la chaleur et tout ça, je dirais que c'est un peu différent de ce qu'on vit à Montréal. Ouais. Merci beaucoup et bonne chance à toi. Merci à toi. Merci. Très apprécié. Merci à toi, très apprécié, mon ami.